La prochaine guerre commerciale mondiale se joue sous la terre. Pendant que Washington débat des taux et que Pékin empile la technologie, un autre front s'organise en Afrique de l'Ouest, patient, méthodique et déjà visible dans les échanges. Que change Ibrahim Traoré quand l'agriculture cesse d'être une survie pour devenir un levier? Derrière des caisses estampillées, fabriquées au Burkina Faso, des hectares irrigués au solaire, des prix plus bas malgré le transport, et des contrats pilotes en Asie composent une logique simple. Contrôler l'approvisionnement, c'est déplacer la conversation, puis forcer Bruxelles, Washington et d'autres capitales à recalculer leurs réflexes. Cette analyse promet une chose claire: comprendre comment une politique agricole, présentée comme technique, est devenue un instrument de pouvoir capable de produire des réactions diplomatiques, financières et sociales bien au-delà du Burkina Faso. Pour le spectateur, le bénéfice est simple: voir comment des choix concrets sur la terre peuvent remodeler les règles invisibles du commerce mondial. L'enjeu dépasse largement la banane ou un pays enclavé. Il touche à la question suivante: qui fixe les termes quand la nourriture devient rare, chère et politiquement sensible? À travers décisions, chiffres, réactions internationales et effets domestiques, le récit montre comment Ibrahim Traoré a déplacé le débat, passant d'une logique de dépendance à une logique de négociation. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la croissance ou l'exportation, mais la capacité d'un État à transformer une vulnérabilité structurelle en levier stratégique, au moment précis où les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent plus fragiles que jamais. Début 2025, plus de 500 000 acres, soit environ 202 000 hectares, sont soudainement réservés à une seule culture dans l'ouest du Burkina Faso. L'investissement initial atteint près de 410 millions de dollars et les rendements projetés oscillent entre 38 et 42 tonnes par hectare, des niveaux associés à une agriculture industrielle orientée vers l'exportation. Cette bascule n'apparaît pas par hasard. Fin 2024, un document interne circule discrètement dans les ministères intitulé « Première phase de souveraineté de la banane ». Officiellement, il s'agit de stabiliser les prix alimentaires et de réduire la dépendance aux importations dans un pays exposé au stress climatique et aux chocs d'offres. Mais sous Ibrahim Traoré, la logique est différente. L'agriculture n'est plus pensée comme un secteur social ou de subsistance, mais comme une couche stratégique comparable à l'énergie ou aux matières premières non critiques. Le plan introduit une rupture rare à cette échelle en Afrique de l'Ouest. Les terres sont traitées comme des réserves nationales, l'infrastructure comme un actif de défense économique et la production comme un instrument de négociation. Plus de 200 unités d'irrigation solaire sont installées, réduisant les coûts opérationnels d'environ 35% par rapport au système diesel classique. L'objectif n'est pas seulement de produire plus, mais de produire à un coût qui modifie l'équation des marchés régionaux. Autour de ces zones agricoles, l'État crée des zones de défense économique agricole. Plus de 60 000 familles déplacées sont réinstallées dans des coopératives avec accès à la terre, formation technique et prix d'achat minimum garanti. Pour des communautés longtemps dépendantes de l'or ou de la migration saisonnière, le changement est structurel. Dans une réunion à huis clos, citée plus tard par les médias régionaux, Ibrahim Traoré résume la doctrine en une phrase: cultiver ce que le monde achète pour négocier, non pour demander. Cette idée marque le point de départ d'un déplacement silencieux, mais mesurable, du pouvoir. Sur le terrain, la transformation prend d'abord des visages ordinaires. Dans le sud-ouest du pays, des familles autrefois dépendantes de l'orpaillage ou des départs saisonniers se retrouvent intégrées dans des coopératives agricoles structurées. Le changement n'est pas immédiat, mais il est visible. Le travail redevient local, régulier et surtout prévisible, ce qui modifie les décisions quotidiennes bien avant d'affecter les statistiques nationales. Les ingénieurs agronomes déployés sur les sites parlent d'un basculement culturel autant que technique. L'irrigation solaire, les calendriers de récolte coordonnés et les contrats d'achat garantis réduisent l'incertitude. Pour la première fois depuis des années, planifier sur plusieurs saisons devient possible. Dans certaines communes, des marchés informels se stabilisent. Et les discussions ne portent plus seulement sur la pénurie, mais sur la qualité et la transformation. Les effets se propagent rapidement. Des ateliers de transformation
émergent autour de la farine de banane, de l'alimentation infantile et des emballages biodégradables. Ces activités, souvent portées par des coopératives féminines, créent une valeur ajoutée locale qui n'existait pas auparavant. L'agriculture cesse d'être perçue comme un dernier recours et commence à fonctionner comme une chaîne économique complète. Ce glissement produit un premier enseignement clair. Quand la terre cesse d'être synonyme de fuite, elle devient un point d'ancrage. Avant même que les marchés internationaux ne réagissent, la politique agricole commence à restructurer le tissu social, préparant le terrain à des effets bien plus larges, économiques et politiques. La transition d'un plan interne à une dynamique internationale se fait par étapes nettes. D'abord, l'activation. Début 2025, les premières implantations à grande échelle entrent en production. Les volumes restent encore modestes, mais l'intention est claire. Exporter, tester les routes, observer les réactions. Les premières expéditions franchissent discrètement les frontières vers le Ghana et la Côte d'Ivoire, pénétrant des marchés régionaux longtemps dominés par des distributeurs occidentaux. Les prix surprennent. Même après transport, les bananes burkinabées arrivent 12 à 15% en dessous des moyennes latino-américaines. Ce différentiel attire l'attention des acheteurs plus vite que prévu. Vient ensuite la montée en intensité. À la mi-2025, des forums agricoles régionaux et des analystes liés à la politique alimentaire internationale commencent à évoquer un scénario jusqu'alors théorique. L'Afrique de l'Ouest pourrait remplacer 14 à 18% des importations asiatiques de fruits tropicaux sur 5 ans si le rythme se maintient. Les chiffres circulent d'abord à huis clos, puis dans des notes exploratoires. Des protocoles d'accord suivent, des importateurs de Malaisie et du Vietnam signent des contrats pilotes estimés à 180 millions de dollars avec des clauses d'expansion rapide conditionnées au développement de la chaîne du froid. Le projet change alors de dimension. Pour un pays enclavé, l'intérêt croissant d'acteurs logistiques liés au sud de la Chine est sans précédent. Des études de route reliant les ports d'Afrique de l'Ouest à Guangzhou et Shenzhen sont lancées. À Bruxelles, les lobbies agricoles européens réagissent officiellement, demandant une révision des quotas d'importation de bananes au nom de la stabilité du marché. À Paris, des propositions de normes phytosanitaires révisées émergent. Présentées comme techniques, elles augmenteraient les coûts de conformité des exportateurs africains de 20 à 22%. Le langage est neutre, mais le signal est politique. À Washington, la réponse est plus feutrée. Un document du département d'État, diffusé en septembre 2025, reconnaît que les réorientations agricoles ouest-africaines pourraient modifier les équilibres commerciaux existants sur des produits non traditionnels. En termes diplomatiques, l'avertissement est clair. Ce qui était perçu comme une politique alimentaire devient un levier potentiel. Le point de bascule survient quelques semaines plus tard. Des extraits d'une note du FMI, divulguée dans la presse financière européenne, mettent en garde contre la formation de chaînes d'approvisionnement parallèles susceptibles de réduire l'efficacité des outils traditionnels de conditionnalité financière. Pour Ibrahim Traoré, l'implication est immédiate. La question n'est plus la banane, mais le contrôle. Début janvier 2026, la pression change de registre. Des banques européennes retardent les paiements liés aux expéditions agricoles. Les primes d'assurance sur les routes de fret depuis le golfe de Guinée augmentent de près de 30% en quelques semaines. Aucune mesure n'est qualifiée de sanction, mais le message est compris. Dans les 24 heures, Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale, debout devant des caisses marquées « Fabriquées au Burkina Faso ». Le ton est calme, la posture ferme. Le projet agricole cesse d'être discret. Il devient une déclaration. Avant le projet, le Burkina Faso importait une part significative de ses fruits avec des prix volatiles et une exposition directe aux chocs climatiques et logistiques régionaux. Après le déploiement des zones agricoles irriguées, l'équation change. La production locale de bananes, structurée et coordonnée, introduit une delta mesurable sur 3 axes clés, coût, volume et stabilité. Premier axe, les coûts. L'installation de plus de 200 unités d'irrigation solaire réduit les dépenses opérationnelles d'environ 35% par rapport au système diesel conventionnel. Cette baisse n'est pas abstraite. Elle se traduit par un prix final capable d'absorber le transport transfrontalier tout en restant compétitif
face aux exportateurs établis. Autrement dit, le projet ne dépend pas de subventions permanentes pour tenir. Il repose sur une structure de coûts qui modifie durablement la comparaison internationale. Deuxième axe, les volumes. Avec des rendements projetés entre 38 et 42 tonnes par hectare, la capacité annuelle dépasse 8 millions de tonnes à pleine charge. Ce chiffre compte moins pour son ampleur brute que pour sa régularité. Les acheteurs cherchent avant tout une prévisibilité contractuelle. Ici, la production est planifiée, irriguée et protégée des aléas les plus immédiats. Cette constance permet de signer des contrats pilotes, puis d'envisager des extensions rapides sans renégocier l'ensemble du modèle. Troisième axe, la stabilité des prix intérieurs. Sur 12 mois, la volatilité alimentaire recule d'environ 18%, soulageant des ménages déjà fragilisés par l'inflation régionale. Ce point est central. Une stratégie tournée vers l'exportation aurait pu provoquer des tensions internes. Pour limiter ce risque, l'État impose que 40% des rendements restent sur le marché national, isolant l'approvisionnement local des pressions extérieures. Le delta n'est donc pas seulement externe, il est aussi social. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire cohérente. Le projet n'est ni un pari spéculatif, ni une vitrine symbolique. Il crée une chaîne où chaque maillon renforce le suivant. Énergie moins chère, production plus stable, prix plus prévisible, crédibilité accrue auprès des acheteurs. Cette logique explique pourquoi des acteurs financiers et diplomatiques commencent à réagir avant même que les volumes n'atteignent leur plafond. Pour Ibrahim Traoré, l'intérêt de ces données n'est pas de battre des records, mais de prouver une capacité. La capacité à produire sans dépendre d'un flux d'aide continu. La capacité à négocier sans accepter des termes imposés. La capacité, enfin, à transformer un secteur longtemps perçu comme vulnérable en argument mesurable dans des discussions commerciales autrement dominées par l'énergie ou la technologie. La question qui s'ouvre alors n'est plus de savoir si les chiffres tiennent, mais jusqu'où ce delta peut se diffuser dans d'autres domaines économiques. Les critiques du projet avancent d'abord un argument économique classique. Miser massivement sur une culture dominante exposerait le pays à une dépendance dangereuse, reproduisant sous une autre forme les pièges des économies mono-exportatrices, une chute des prix mondiaux où l'émergence de concurrents plus agressifs pourrait rapidement éroder le levier recherché, laissant derrière elle des infrastructures coûteuses et rigides. Un second reproche porte sur l'environnement. L'expansion rapide de l'irrigation dans le bassin de la Volta soulèverait un risque de surexploitation des ressources hydriques. Selon cette lecture, les gains à court terme se paieraient par une dégradation à long terme, compromettant précisément la souveraineté que le projet prétend renforcer. Enfin, des voix politiques dénoncent une centralisation excessive, estimant que l'État, en pilotant prix et terres, affaiblirait les mécanismes locaux de décision et les systèmes coutumiers. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Elles pointent des vulnérabilités réelles. La réponse apportée par l'administration de Ibrahim Traoré s'organise autour de 3 contrepoints concrets observables dans la mise en œuvre. Sur la dépendance, le projet est explicitement présenté comme une phase. Les autorités insistent sur la diversification progressive, intégrant transformation, sous-produits et cultures complémentaires. La banane sert de catalyseur, non de fin en soi. Cette distinction est cruciale. Le levier repose sur la coordination initiale, pas sur l'exclusivité permanente. Sur l'environnement, des mesures d'atténuation sont intégrées dès la montée en charge. Un programme de reboisement prévoit la plantation de 50 millions d'arbres autour des zones irriguées afin de stabiliser les sols et de reconstituer les bassins versants. L'irrigation solaire, en réduisant la pression énergétique, limite également certaines externalités souvent associées à l'agriculture intensive. Enfin, sur la gouvernance, l'approche coopérative tempère la centralisation. Les terres sont exploitées collectivement, les prix garantis, mais débattus publiquement lors de consultations nationales diffusées à la radio. Le débat se déplace ainsi du rejet du principe vers l'amélioration de son exécution. Aucune de ces réponses n'annule le risque. Elles indiquent toutefois
une tentative consciente de le gérer, ce qui distingue ce projet d'une simple démonstration politique. Le basculement réel apparaît quand la réaction internationale devient plus importante que la récolte elle-même. À partir de début 2026, le projet cesse d'être évalué en hectares ou en tonnes. Il est désormais mesuré en retard bancaire, en primes d'assurance, en notes confidentielles qui circulent entre capitales. Autrement dit, en signaux de pouvoir. C'est ici que la stratégie prend un sens nouveau. Pour Ibrahim Traoré, l'objectif n'était pas d'inonder les marchés, mais de démontrer une capacité de coordination suffisamment crédible pour forcer les autres acteurs à s'ajuster. Les banques européennes qui ralentissent les paiements, les assureurs qui augmentent les primes, les institutions financières qui s'inquiètent de chaînes parallèles n'agissent pas face à un excédent alimentaire. Elles réagissent à une perte de contrôle anticipée. Cette révélation change la lecture de tout ce qui précède. Les champs deviennent des plateformes de signalisation, les contrats pilotes, des tests de réaction, les discours publics, des lignes rouges assumées. Lorsque Ibrahim Traoré apparaît devant des caisses marquées « Fabriqué au Burkina Faso », il ne défend pas une culture. Il affirme une règle: produire ce que d'autres ne peuvent pas facilement remplacer. À mi-parcours, le projet agricole se révèle donc comme un mécanisme plus large. Il ne vise pas la domination des marchés, mais la réécriture des termes de la négociation. Et cette distinction explique pourquoi l'histoire commence à inquiéter bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et stratégique. Les recettes d'exportation, encore modestes à ce stade, réduisent la dépendance au flux d'aides conditionnelles. Surtout, elles élargissent la marge de manœuvre diplomatique. Dans les échanges avec les partenaires internationaux, la question n'est plus uniquement l'accès au financement, mais la sécurisation des approvisionnements. Pour Ibrahim Traoré, cette inversion du dialogue crée un espace politique inédit. Du côté des entreprises, l'impact est surtout organisationnel. Les acteurs logistiques régionaux s'adaptent à des volumes plus réguliers et à des contrats pluriannuels. Les transformateurs locaux investissent dans la valeur ajoutée, conscients que la stabilité des intrants réduit le risque. Pour les importateurs asiatiques, le Burkina Faso devient un fournisseur crédible, non pour sa taille, mais pour sa fiabilité relative dans un contexte de volatilité mondiale. Pour les ménages, les effets sont plus tangibles. La baisse d'environ 18% de la volatilité des prix alimentaires sur 12 mois allège la pression quotidienne. Dans les zones rurales, l'emploi progresse d'environ 27%, entre mi-2025 et fin 2025, inversant pour la première fois depuis 2 décennies la fuite vers les villes ou l'étranger. Les revenus restent modestes, mais ils sont plus prévisibles, ce qui transforme les choix d'éducation, de santé et d'investissement domestique. À l'échelle régionale, le projet agit comme un catalyseur. Les pays voisins observent, comparent et évaluent. Au sein de l'alliance AES, la déclaration de Ibrahim Traoré est reprise comme preuve que la souveraineté peut être construite par la production plutôt que par l'autorisation extérieure. Les marchés de Ouagadougou à Bamako relaient le discours et l'idée d'une coordination agricole commence à circuler. Ces 4 niveaux d'impact ne s'additionnent pas mécaniquement. Ils se renforcent. Plus la stabilité intérieure augmente, plus la crédibilité externe progresse. Plus la crédibilité externe progresse, plus la capacité de négociation de l'État s'élargit. C'est ce cercle qui explique pourquoi un projet agricole local commence à peser sur des décisions prises à Bruxelles, Washington ou Pékin. À ce stade, la question n'est plus de savoir si les effets existent, mais s'ils peuvent durer sans provoquer de contre-réaction plus forte. Le premier scénario, dit de base, suppose une continuité sous tension maîtrisée. Les exportations progressent lentement, les contrats pilotes sont étendus, mais les frictions financières persistent. Les retards de paiement et les coûts d'assurance restent élevés sans basculer vers des sanctions formelles. Dans ce cadre, le projet consolide sa crédibilité sans provoquer de rupture brutale. L'effet de levier existe, mais il demeure limité, conditionné à la discipline interne et à la stabilité politique. Le scénario optimiste repose sur un ajustement externe. Face à la demande asiatique et régionale, certains acteurs occidentaux privilégient l'adaptation plutôt que la confrontation. Les normes se stabilisent, les routes logistiques s'améliorent
et les partenariats se diversifient. La transformation locale s'accélère, intégrant davantage de valeur ajoutée et réduisant l'exposition à une seule culture. Dans ce cas, l'agriculture devient un pilier reconnu de la stratégie économique sans déclencher de réaction défensive majeure. Le scénario le plus contraignant est celui d'un durcissement. Les pressions se déplacent vers la monnaie, les intrants agricoles ou les circuits d'assurance. Les coûts augmentent plus vite que les volumes, testant la résilience du modèle. La stratégie reste viable, mais elle exige des arbitrages difficiles. Ralentir l'expansion, renforcer les marchés intérieurs ou accélérer la diversification pour amortir le choc. Le levier fonctionne alors comme un test de résistance plutôt que comme un accélérateur. Ces trois trajectoires partagent une constante. Aucune ne dépend uniquement des rendements agricoles. Elle repose sur la capacité à gérer les réactions induites. Autrement dit, le succès ne se mesure pas seulement en production, mais en gouvernance, en coordination et en anticipation. La recommandation clé est donc conditionnelle. Si la discipline est maintenue, si la diversification progresse et si les mécanismes de protection sociale restent alignés, alors l'effet de levier peut s'étendre sans se retourner contre lui-même. Sinon, le même outil pourrait devenir une source de vulnérabilité. La question laissée ouverte est simple. Face à ces scénarios, quels choix pèseront le plus dans les 12 prochains mois et pour qui ? Pour le spectateur, cette histoire cesse ici d'être géopolitique pour devenir personnelle. Les dynamiques décrites ne concernent pas seulement un État ou des marchés lointains. Elles touchent des mécanismes familiers, le prix de la nourriture, la stabilité de l'emploi, la capacité d'une société à absorber les chocs sans se fragmenter. Pour les citoyens des pays dépendants des importations alimentaires, l'exemple burkinabé illustre une idée dérangeante mais simple. La sécurité alimentaire n'est pas uniquement une question de rendement global, mais de contrôle local et de prévisibilité. Quand les chaînes sont courtes et coordonnées, les crises extérieures pèsent moins lourdement sur la vie quotidienne. Pour les entrepreneurs et les travailleurs, le récit met en lumière un autre point. La valeur n'est pas créée uniquement par l'accès au capital financier, mais par l'organisation collective et la réduction de l'incertitude. Coopératives, contrats garantis et infrastructures partagées transforment des activités fragiles en revenus plus stables, même sans croissance spectaculaire. Pour les décideurs publics, enfin, la leçon est inconfortable. Les politiques agricoles sont souvent traitées comme secondaires, lentes, peu visibles. Or, dans un monde de tensions climatiques et de chaînes d'approvisionnement fragiles, elles peuvent devenir des outils de stabilisation sociale aussi puissants que les politiques monétaires ou énergétiques. Deux gestes modestes émergent de cette lecture. Observez d'abord d'où viennent réellement les produits consommés et quelle dépendance ils créent. Ensuite, questionnez les politiques locales qui soutiennent ou fragilisent la production de base. Ces choix semblent banals, mais cumulés. Ils dessinent les marges de résilience d'une société. Ce n'est pas une invitation à imiter, mais à réfléchir. Car derrière les chiffres et les discours, l'enjeu fondamental reste celui-ci. Qui supporte le coût de l'incertitude quand les systèmes mondiaux se tendent ? La trajectoire suivie jusqu'ici se structure désormais autour d'une feuille de route plus explicite. Le premier pilier concerne l'État. À court terme, l'objectif est de sécuriser la production existante sans accélération excessive. Les ministères de l'Agriculture et de l'Énergie coordonnent l'entretien des infrastructures solaires et hydrauliques avec des indicateurs simples. Continuité de l'irrigation, coûts opérationnels et respect des quotas destinés au marché intérieur. Le deuxième pilier implique les coopératives et les producteurs. Leur rôle n'est pas seulement de cultiver, mais de stabiliser. Les formations techniques se poursuivent, tandis que les contrats d'achat minimum sont révisés annuellement pour rester alignés avec les coûts réels. La mesure clé ici est la régularité des livraisons, plus que leur volume maximal, afin de préserver la crédibilité commerciale acquise sous Ibrahim Traoré. Le troisième pilier concerne la transformation et la diversification. Les unités locales sont encouragées à élargir la gamme des produits dérivés, réduisant la dépendance à l'exportation brute. Le succès se mesure par la part de valeur ajoutée captée localement et par la création d'emplois non agricoles associés. Cette étape conditionne la durabilité du levier initial.
Enfin, le quatrième pilier est diplomatique. Les partenaires sont choisis sur la base de contrats à long terme plutôt que d'accords opportunistes. Les indicateurs ne sont pas symboliques, mais pratiques. Fiabilité logistique, stabilité des paiements et absence de conditions politiques implicites. Pris ensemble, ces axes dessinent une logique graduelle. Il ne s'agit pas de maximiser la confrontation, mais de consolider la capacité de négociation. Pour Ibrahim Traoré, la réussite ne se mesurera pas à la rapidité de l'expansion, mais à la capacité du système à absorber les pressions sans perdre sa cohérence. L'image qui revient à la fin de ce parcours n'est pas celle des graphiques ni des contrats, c'est celle des champs irrigués, des caisses empilées et des gestes répétés saison après saison. Ce sont ces éléments concrets qui relient la stratégie abstraite à une réalité vécue. Ce qui avait commencé comme une réponse à la vulnérabilité s'est transformé en affirmation silencieuse de capacité. En rappelant les premières coopératives décrites plus tôt, le fil devient clair. La politique n'a pas précédé la pratique. Elle l'a suivie, structurée, puis amplifiée. Les décisions prises dans les bureaux ont trouvé leur sens dans les routines quotidiennes, là où la stabilité se construit lentement, sans slogan. Cette cohérence explique pourquoi le projet a résisté aux critiques et aux pressions initiales. Pour Ibrahim Traoré, le message central n'a jamais été la culture elle-même, mais ce qu'elle représente. La terre, longtemps associée à la contrainte, devient un actif stratégique et un symbole de dignité. Ce renversement psychologique compte autant que les effets économiques mesurables. La phrase qui s'impose alors est simple, presque austère. La souveraineté ne se proclame pas, elle se cultive, et ce rappel, plus que toute promesse, donne à cette histoire sa résonance durable. Au terme de ce récit, aucune injonction ne s'impose. L'histoire ne demande ni adhésion ni imitation. Elle invite à un déplacement du regard. Pendant longtemps, le pouvoir a été associé aux flux financiers, aux armes ou aux technologies visibles. Ici, il apparaît sous une forme plus lente, enracinée, construite par accumulation et coordination. Ce que le Burkina Faso met en lumière sous Ibrahim Traoré n'est pas une recette universelle, mais une question universelle. Dans un monde soumis au choc climatique, aux ruptures logistiques et à la volatilité politique, quelles ressources restent réellement stratégiques ? Et qui décide des termes quand ces ressources deviennent rares ? Pour certains, cette trajectoire sera lue comme une affirmation de dignité. Pour d'autres, comme un signal d'alerte sur l'évolution des rapports de force. Les deux lectures peuvent coexister. Elles traduisent une même réalité. Les règles ne sont jamais figées. Si cette histoire a bousculé vos certitudes sur ce qui fonde l'influence aujourd'hui, elle mérite peut-être d'être discutée, questionnée, partagée, non pour conclure, mais pour ouvrir un dialogue plus large sur la forme que prendra le pouvoir demain.